Hop. Bonjour à tous. Non, ça n'a pas de... Le micro ne marche pas. Test, test. Maintenant il marche. Maintenant il marche. Bonjour à tous. Hop, un peu fort. Ça va? Ok. Bonjour à tous. Alors bienvenue pour à la conférence Bien démarrer son projet. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que... Alors, non, pour savoir, qui est en sup? Normalement, à peu près tout le monde. Ouais, très bien. Super. Donc, vous savez donc que vous avez un projet à faire cette année qui va commencer en janvier, il me semble, cette année? Quelque chose comme ça? Voire un peu avant? Non, d'accord. Donc voilà, un projet où vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc cette conférence, c'est une conférence qu'on fait tous les ans où des élèves des années précédentes viennent vous montrer un petit peu comment ça s'est passé pour eux et vous donner quelques astuces sur comment bien, simplement bien commencer ce projet et comment le mener à bien. C'est cette salle. Voilà, donc je vais laisser la parole à Tougi pour commencer cette conf. Bonjour. Alors, moi c'est Tougi, ou Valentin Yoven si vous voulez. Orgix était là, puis Théorie il est parti, il va revenir. Voilà. Donc, il est là. Je vais d'abord vous présenter ce dont on va parler pendant cette conférence, si les slides veulent bien obéir. Donc d'abord je vais vous parler d'une... ça va peut-être vous paraître un peu bullshit au début, mais je vais vous parler je vais vous expliquer comment organiser votre projet. Parce que là, on vous dit faites un jeu vidéo, mais vous ne savez pas du tout par quoi vous devez commencer en fait. Donc je vais vous expliquer comment réfléchir avant de commencer. Et ensuite, je vais vous expliquer comment maintenir votre code. Donc la semaine dernière, Shugo est venu pour vous expliquer le C#, l'impératif, et vous a donné quelques notions sur la programmation orientée objet, etc. Je vais approfondir un peu tout ça et vous expliquer des nouvelles notions qui vous permettent de structurer votre code. Vous allez voir ça. Ou plutôt l'entendre. Donc ensuite, Orgix va venir vous parler de Git. Donc l'année dernière, en fait, j'étais à votre place. J'ai assisté à la même conférence et on m'a parlé de Git. Moi, j'ai décidé de l'utiliser, mais en fait, il y a 9/10 de la promo qui n'a pas utilisé Git. Je vous précise qu'aujourd'hui, on est tous censés savoir utiliser Git. Enfin, on est obligé de l'apprendre pour l'aspect et on va savoir s'en servir pour l'engin. Donc, Git, Orgix va vous expliquer ce que c'est. L'année dernière, donc je vous ai expliqué 9/10 des groupes n'ont pas utilisé Git. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé à la place? Des clés USB, Skype ou Dropbox. Et ça, c'est des trucs de partage de code qui ne sont pas du tout faits pour ça. Qui sont des trucs qui ne sont pas faits pour partager le code, alors que Git l'est. Donc vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique et on va essayer de vous convaincre de l'utiliser. Ensuite, Théorie va venir vous parler de la tech. Je ne sais pas très bien ce dont il va parler, mais bon, vous verrez. Ensuite, Harris, s'il est là, va venir vous parler un peu de DirectX parce que en fait, la plupart des groupes vont utiliser XNA, mais si vous êtes un peu ambitieux, vous pouvez essayer d'utiliser DirectX. Voilà, ça c'est Harris. Bon, ça sera pas très long, mais voilà. Ensuite, on va faire une introduction. Ensuite, on va essayer de vous introduire XNA, puisque vous êtes beaucoup à l'utiliser. Moi-même, je l'ai utilisé l'année dernière. C'est assez pratique, surtout quand on commence. Donc on va vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en quelques minutes avec XNA. Et vous allez voir, c'est sympa. Et ensuite, le TP. Voilà. Je vous précise qu'en programmation, on n'apprend pas en écoutant un mec qui vous explique des trucs. Je vais vous expliquer des trucs, des notions, mais vous n'allez pas les retenir. Vous n'allez pas savoir concrètement ce que c'est. Si vous codez pas, vous n'allez rien apprendre. Donc venez au TP, parce que vraiment, c'est là que vous allez apprendre. Il y aura des assistants pour vous aider si jamais vous allez vous heurter à des difficultés. Et c'est justement en se heurtant à des difficultés qu'on apprend. Donc venez au TP, vous allez vraiment apprendre plein de trucs, et c'est là que vous allez vraiment concrétiser ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Donc le TP, c'est par équipe. Donc juste avant le TP, ceux qui veulent faire le TP, ils restent. Et on va essayer de faire une rencontre entre les gens pour qu'ils créent des équipes. Et vous allez apprendre à utiliser Git, XNA, et apprendre des trucs en C# pendant le TP. Donc venez. Donc ma première partie, organiser son projet et maintenir son code. Donc organiser son projet, un projet ça s'organise parce que là vous allez partir pour 6 mois. Peut-être que vous avez déjà commencé, donc ça fait déjà 7 mois. À 4, donc 6 mois c'est long. Il faut organiser les choses. Vous êtes plus tout seul à coder votre petit truc avec quelques fichiers.
Vous allez devoir vraiment travailler en groupe et donc organiser les choses entre vous. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, vous savez pas par où commencer. Aujourd'hui, on vous dit faites un jeu, mais vous savez pas du tout par où commencer. Donc, il faut réfléchir avant d'agir. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, alors, donc pour un projet, il faut avoir les idées claires sur ce qu'on veut faire, ce sur quoi on veut aboutir. Donc, faites du brainstorming, réunissez-vous, parlez, même si c'est un terme un peu bullshit, parlez entre vous, donnez des idées, essayez de trouver ce que vous voulez faire. Parce que si vous trouvez un truc et qu'il y a la moitié des membres du groupe qui ne sont pas vraiment convaincus par cette idée, vous allez vraiment galérer, vous allez finir à 2 à bosser sur le projet, ou 1, c'est arrivé. Hein. Donc trouvez quelque chose qui vous passionne, que vous voulez faire, essayez d'être créatif, trouvez des idées qui vous intéressent, essayez de trouver des trucs qui vous émoustillent, quoi. Ensuite, après cette phase-là, vous avez trouvé ce que vous voulez faire, mais il faut fixer vraiment ce sur quoi vous voulez aboutir à la fin. Donc essayez de formaliser un peu tout ça. Et ce qui peut vous aider, c'est de représenter votre projet visuellement. Donc vous pouvez représenter votre interface, etc. Essayez de voir comment l'utilisateur va interagir avec les boutons et qu'est-ce que ça va produire, qu'est-ce qu'il va falloir faire. Donc, deuxième étape, découper son projet en fonctionnalités. Donc une fois que vous avez une vision un peu plus précise de ce que vous voulez faire, votre projet, vous allez devoir le découper en fonctionnalités parce que vous allez travailler à plusieurs et il n'y aura pas un fil continu de travail. Justement, il y en aura 4. Enfin, espérons-le pour vous. Il y aura 4 personnes qui travailleront en même temps sur le même projet. Ils peuvent pas tous travailler sur la même chose en même temps. Donc il va falloir découper. Alors, par exemple, l'année dernière, j'ai fait un RTS, donc un peu comme StarCraft. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc là, je vais balancer des fonctionnalités les unes après les autres, dans un ordre pas très précis. Donc, un menu. Dans votre jeu, vous allez vouloir faire un menu. La plupart des groupes font un menu. Dans mon RTS, je voulais faire une mini-map. Une map, évidemment, où les unités vont se déplacer, donc des unités. Les unités, il peut y avoir des ouvriers. Les ouvriers ils peuvent faire des récoltes. Donc tout ça, c'est des fonctionnalités différentes dans votre jeu que vous allez découper. Donc nous, on avait réfléchi, on a dit, OK, on fait un RTS. Dans notre RTS, qu'est-ce qui se passe? Il y a une map, il y a des unités qui se déplacent dessus. Les unités, il y a quoi comme type d'unité? Il y a des ouvriers. Les ouvriers, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent construire des bâtiments ou faire des récoltes. Ensuite, on a des unités d'attaque qui vont pouvoir combattre. Toutes les unités vont pouvoir se déplacer. Donc tout ça, c'est des choses très importantes. Je précise pour ceux qui veulent faire un RTS, le déplacement, c'est quelque chose de primordial. C'est le truc qu'il faut réussir. Les membres de mon groupe. Ensuite, par exemple, on a voulu faire un système de ressources. Il fallait des bâtiments sur la map. Les bâtiments, ils avaient une file d'attente de création d'unités, donc voilà. Un point de ralliement pour que les unités aillent à tel endroit en sortant du bâtiment. Voilà. Donc là, vous avez plein de fonctionnalités. Voilà, c'était pas toutes celles qu'on avait évidemment. Donc vous avez plein de fonctionnalités, vous avez tout listé, mais là vous savez toujours pas par où commencer. Vous savez les fonctionnalités que vous allez devoir développer, mais vous savez pas ce que vous devez faire en premier. Alors pour ça il y a la priorisation. Donc là il y a des termes bien bullshit, valeur ajoutée, dépendance. Donc valeur ajoutée en fait, Chris Bull il va vouloir voir plus certaines choses que d'autres. Votre jeu, il sera plus abouti si vous avez fini les systèmes de combat et de déplacement des unités que si vous avez fait un menu. C'est cool d'avoir un menu, mais si votre jeu il fait rien au final, ça sert à rien. Donc, et les dépendances aussi. Par exemple, il y a des fonctionnalités qui vont dépendre les unes des autres. Par exemple, la mini-map, elle va pas pouvoir exister s'il n'y a pas de map. Les bâtiments et les unités, elles sont positionnées sur la map, elles peuvent pas exister s'il n'y a pas de map. L'ouvrier, il peut pas construire des bâtiments si les bâtiments sont pas codés, etc. Voilà, donc il faut prioriser. Donc le plus important, c'est de faire une map, le socle global de notre jeu, puis ensuite faire des unités qui vont pouvoir se déplacer dessus, un système de ressources, des bâtiments, etc. Voilà, alors il y en a peut-être qui ont déjà commencé leur projet. Knife the Baby, c'est une expression qui nous vient de la Silicon Valley. Ça veut dire qu'en gros, on a créé un truc, on est assez content parce qu'on a bien bossé dessus, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes d'architecture du code, ou voilà. Il y a des trucs qu'on a mal fait. N'hésitez pas à tout casser et à refaire. Nous, on a fait ça 2 fois et ça s'est très bien passé. Donc, n'hésitez pas à tout casser, tout refaire, parce que vraiment,
s'il y a un problème d'architecture, ça ne va pas se maintenir. Enfin, si vous êtes à la 4e soutenance, c'est pas grave si votre code est merdique, parce que de toute façon, vous n'aurez pas le temps de changer quoi que ce soit. Mais si vous êtes à la soutenance 2 et que vous vous rendez compte que c'est plus maintenable et que vous ne pouvez pas continuer sur cette base-là, il faut vraiment passer à autre chose et tout refaire. Enfin, pas tout refaire, vous pouvez vous servir de ce que vous avez déjà codé, mais essayez de tout réorganiser. Voilà, donc ça c'était la partie organiser son projet. Donc maintenant, maintenir son code. Donc, je vais vous présenter des notions de programmation orientée objet qui vont vous servir à maintenir votre code. Donc, je vous rappelle déjà une classe. Qu'est-ce que c'est? Donc, une classe, c'est une description de quelque chose qui existe. Donc, par exemple, je vais décrire truc qui a un attribut, voilà, un entier. Donc, ça, en fait, c'est un champ. Mais en fait, en programmation orientée objet, on préfère utiliser des propriétés. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'utilisation du champ. Donc, par exemple, je suis dans une autre classe, random, dans une autre fonction random, et je veux utiliser le truc. Donc, je crée un nouveau truc, une nouvelle instance de ma classe, un objet, et je vais, par exemple, afficher l'attribut dans la console. Voilà. Donc, truc.attribut pour accéder à l'attribut de mon objet truc. Voilà. Donc, une propriété. Donc, voilà. Donc, ça, en fait, ça fait exactement la même chose que là. On a rajouté 5 lignes. On a l'impression que ça sert à rien. Donc, une propriété, en fait, c'est un backing field. Donc, le backing field, en fait, c'est un field, un champ, qui va contenir la valeur de votre truc. Et en fait, là, vous avez une propriété qui va, en fait, va gérer comment votre truc va s'interfacer avec le monde extérieur. Comment on va accéder à votre attribut. Comment on va le modifier. Donc, je vais vous montrer à quoi ça sert. Et voilà. Donc, ça sert à faire de la validation, par exemple. Donc, là, on a le backing field. Donc, imaginons un thermostat. Notre thermostat, il a une température et on peut la régler. On peut l'augmenter, on peut changer sa valeur. Donc, une température. Et là, une propriété qui me permet d'accéder à cette température-là, à cet entier. Donc, ici, vous avez get. Bon, ça retourne la température, on s'en fout. Et là, set. Donc là, par exemple, mon thermostat, il est réglé sur 50 maximum. Donc, si la valeur qu'on m'envoie pour remplacer ma température, elle est supérieure ou égale à 50, bah, la température, elle se stationne à 50. Sinon, bah, on met la valeur qu'on m'a donnée. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce truc. Ça veut dire que vous pouvez faire des actions avant. À chaque fois que vous voulez modifier votre attribut, vous pouvez faire des actions dessus. Et à chaque fois que vous voulez récessionnez votre attribut, vous pouvez faire des actions dessus. Donc, vous pouvez faire des conversions, par exemple, d'unité Fahrenheit vers Celsius, etc. Donc c'est très utile. Mais en fait, ça, on n'a pas envie de le faire à chaque fois parce que c'est chiant. Ça fait des lignes en plus et on n'a pas toujours besoin de faire de la validation. Donc en fait, C# il nous a fait des trucs super sympas qui s'appellent les autopropriétés qui permettent de faire exactement la même chose. Donc ça, en fait, ça fait exactement la même chose que ce code-là. C'est juste que le backing field, en fait, il le gère à la compilation et il s'en fout. Voilà. Ce que vous voulez faire aussi, par exemple, c'est que votre attribut ne puisse pas être modifié en dehors de la classe. Ça nous arrive souvent. On peut y accéder à l'extérieur de la classe, mais on n'a pas envie qu'il soit modifié par l'extérieur de la classe. Donc on met private set. Donc là, c'est aussi c'est assez court, donc c'est cool. Donc l'autre avantage des propriétés, c'est qu'on peut le mettre dans une interface. Alors une interface, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un contrat que votre classe va signer. Donc on dit que la classe implémente l'interface, ça veut dire qu'elle va devoir respecter la signature de cette interface. Donc par exemple là, si je crée une classe, voilà, donc là j'ai une interface bicycle, donc avec le nom de la marque du vélo. On peut changer la vitesse avec cette fonction et on peut freiner. Voilà. Donc là en fait on déclare des signatures. Donc là par exemple la signature de cette fonction, c'est comme ce que vous voyez en Kmail, c'est int flash unit. Bah là c'est pareil, ça prend un int en paramètre et ça renvoie rien. Donc si je crée une classe vélo bleu qui va implémenter cette interface, elle va devoir avoir une string qui représente le nom de la marque. Elle va devoir avoir, moi je les ai pas mis, je suis con. Elle va devoir implémenter ces fonctions-là. Ça veut dire que en gros, si vous avez plusieurs classes qui doivent respecter la même chose, bah, vous allez vouloir créer une interface qu'elles vont toutes les deux implémenter pour qu'elles aient exactement la même signature. Donc je vais passer à des exemples concrets avec les classes abstraites et l'héritage. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Alors,
Mettons-nous dans le cas d'un RTS, on a une map en 2D isométrique, comme ça, donc avec des cases. Donc chaque case a des coordonnées, et on va vouloir représenter nos unités dessus. Voilà, donc des unités qui sont sur la map, qui ont chacune une position sur une case particulière. Donc, on modélise notre unité. Donc, l'unité, elle a une position, donc un couple d'entiers, donc sa position X, sa position Y sur le quadrillage. Elle a des points de vie, elle a un nombre max de points de vie, elle a une vitesse, parce qu'elle se déplace, elle a une fonction move, justement parce qu'elle se déplace, elle a des DPS, des dégâts par seconde, et elle a une fonction pour mourir. Voilà. Donc ça, c'est notre unité. Maintenant, en fait, sur notre map, on n'a pas envie de mettre que des unités, on va vouloir mettre des bâtiments aussi. Donc on veut créer une classe bâtiment qui représente nos bâtiments. Donc nos bâtiments, ils sont aussi positionnés sur la map. Donc ils ont une case XY, ils ont une largeur et une longueur. Et ils ont une liste d'unités en création, par exemple. Donc on va modéliser ça. Donc notre building, il a une position, il a une taille, largeur, hauteur, pour savoir le nombre de cases sur lequel il est. Il a des unités qui sont en production. Il a un nombre max de points de vie comme notre unité. Et il a des points de vie, ses points de vie actuels. Par exemple, 50 points de vie sur 100. Voilà. Et il a aussi une fonction de mourir parce que le bâtiment peut être détruit. Mais par exemple, il ne peut pas bouger. Donc là, vous avez codé les deux trucs et vous vous rendez compte qu'il y a un petit problème. C'est que vous avez fait 2 fois la même chose. Donc là, c'est un peu stupide parce que, en gros, vous avez copié-collé votre code pour changer juste quelques petits trucs. Donc là, en fait, c'est là que les classes abstraites vont intervenir. Donc une classe abstraite s'appelle comme ça parce qu'on s'abstrait. On représente un concept qui est plus grand que les choses qu'on voulait représenter à la base. Donc là, je voulais représenter une unité ou un bâtiment. Et ben maintenant, je vais vouloir représenter un élément du jeu. Voilà. Donc un élément du jeu, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir instancier. C'est quelque chose qui représente en gros une manière dont tous les éléments du jeu vont se comporter. Donc une manière dont les unités vont se comporter et donc une manière dont les bâtiments vont se comporter. Donc tout élément du jeu a une position sur la map, tout élément du jeu a des points de vie, tout élément du jeu a un nombre max de points de vie qu'il a au début, et tout élément du jeu peut mourir. Voilà. Donc ça c'est malin parce que ensuite j'ai juste à faire hériter ma classe building de GameItem. Je sais pas si j'ai perdu des gens avec l'héritage. Est-ce que tout le monde a compris l'héritage ou pas? C'est bon? Non? Ok. Alors, donc, je crée une classe abstraite, GameItem, qui va en gros représenter une manière dont tous mes éléments du jeu vont se comporter. En fait, j'ai envie que tous mes bâtiments et toutes mes unités, elles aient des points de vie, une fonction pour mourir, etc. Et une position sur la map, mais j'ai pas envie de le dire plusieurs fois. Je vais le dire qu'une fois, dans une classe abstraite. Et ensuite, je vais dire, mon building, ma classe building, elle va hériter de GameItem. Sous-entendu, ma classe building va avoir tout ça, plus tout ça. En gros, elle hérite de cette classe-là. Ça veut dire qu'elle a tous les attributs, toutes les fonctions, elles sont présentes, il les a, il est content. Mais il a aussi d'autres trucs qu'on a rajoutés parce que le building, c'est pas juste un GameItem. Il a aussi une liste d'unités, il a une taille sur la map, etc. Voilà. Là, en fait, dans la classe abstraite, j'ai déclaré une fonction die qui fait mourir l'unité. Mais en fait, toutes les unités, je décide que toutes les unités vont mourir différemment. Elles vont en faire quelque chose de différent. Donc en fait, en mettant public abstract void, j'oblige toutes les classes qui héritent de ma classe abstraite à implémenter cette fonction die. Si jamais vous créez votre classe building et que vous ne mettez pas la fonction die, eh ben, Visual Studio va vous dire qu'il n'est pas content parce que dans cette classe-là, il faut implémenter la fonction die si on en hérite. Ensuite, donc, du coup, j'ai créé mon bâtiment, mais je vais aussi créer mon unité. Donc mon unité, c'est pareil, je la fais hériter de GameItem. Mon unité, elle va avoir une vitesse de déplacement, elle va avoir une fonction pour bouger, elle va avoir des DPS, tout ce que le bâtiment n'avait pas en gros. Voilà. Donc est-ce que c'est clair ou pas, l'héritage? En gros, on était parti sur quelque chose où on avait 2 fois la même chose et on a voulu s'abstraire pour réduire la quantité de code en commun et arriver sur un truc plus abstrait. Donc en fait, si je veux manipuler à la fois des unités et des bâtiments, je peux.
Je peux parce que c'est des game items. En gros, je crée, par exemple, si je veux avoir dans une même liste des unités et des bâtiments, eh ben, j'ai juste à créer une liste de game items. Parce que les buildings et l'unit sont tous les deux des game items. Est-ce que c'est clair ou pas qu'on peut faire ça ou pas? Moi, j'espère. Voilà, donc tout à l'heure, je vous ai montré une fonction ici, die. En gros, je n'ai pas de contenu à l'intérieur de ma fonction. Ça sous-entend que toutes les classes qui vont hériter de GameItem vont devoir implémenter cette fonction. Sauf que, par exemple, j'ai envie que... en fait, maintenant, je change d'avis. J'ai trouvé une méthode pour que toutes mes unités et tous mes bâtiments meurent de la même façon. Donc ça, c'est possible, en fait, avec les virtual methods. Donc dans ma classe abstraite, en fait, je peux créer une méthode virtuelle qui, en fait, a un contenu. Et si je veux, je peux l'override, mais si je ne veux pas l'override, ça veut dire que, en gros, j'avais cette fonction dans la classe abstraite, mais j'ai décidé que non, en fait, je voulais pas utiliser celle-là, donc je vais l'override pour faire autre chose, parce que c'est quelque chose qui va faire, enfin, c'est une classe qui va faire autre chose. Je peux. Je vous explique ce que c'est que ce truc-là. Donc base.function.parameter. Donc, en gros, je peux faire autre chose, d'accord, mais je peux aussi faire ce qui était prévu à la base dans ma classe abstraite. Voilà. Donc là, je vous ai mis machin 2. Machin 2, je peux le créer. Il n'est pas obligé d'implémenter cette fonction-là. Donc voilà, donc vous allez créer plein de fonctions. Et au final, vous allez avoir plein de fichiers. Parce que dans Visual Studio, quand vous créez plein de classes, quand vous créez des classes, ça crée un fichier pour chaque classe que vous créez. Sauf si vous voulez mettre plusieurs classes dans le même fichier. Et là, c'est assez horrible. C'est pas pire. Voilà, donc vous allez retrouver avec plein de trucs, plein de fichiers. Et donc je vais vous expliquer vite fait quelques exemples concrets. Donc là par exemple j'avais un dossier pour mon interface et donc j'ai créé des trucs complètement abstraits, un élément d'interface et un composant d'interface. Donc là ça c'était le jeu qu'on avait fait. Donc en fait à la base vous avez rien dans Xena. Vous voulez juste afficher des trucs. Tout ce que vous voyez là c'est des trucs qu'on a dû implémenter pour les afficher. Un logo, ok, c'est une image, on a affiché une image, mais là il y a des trucs interactifs, des boutons. Là, il y a du texte qu'il faut afficher, etc. C'est des éléments un peu plus complexes. Et le truc, c'est que si vous faites de l'abstraction sur tout ça, tous les éléments de votre jeu, enfin pas tous les éléments, mais tous les éléments d'interface, par exemple, dans ce cas-là, vont être de la même classe. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir les manipuler beaucoup plus facilement. Donc là, par exemple, c'est une autre partie de notre jeu. Donc là, c'est quand on joue. Donc là, on a un bâtiment avec une barre de progression et des unités sélectionnées, etc., une minimap. Tout ça, c'est des éléments d'interface qui sont complètement abstraits, enfin qui héritent d'une classe complètement abstraite, la même que celle-là, que tous ces éléments-là. Donc en gros, vous avez des éléments du jeu, peu importe lesquels, ils ont une position sur l'écran, on peut interagir avec eux en cliquant dessus ou pas, etc. Donc en gros, vous allez... Voilà. Donc par exemple, ici, on a des boutons. Donc j'ai créé une classe bouton complètement abstraite parce qu'en fait, dans notre jeu, ce bouton, c'est un bouton de menu. Il va être complètement différent que ce bouton-là, par exemple, ici. Quand on clique dessus, ça va sélectionner une unité. C'est des boutons qui ont des actions complètement différentes. Celui-là, il a du texte, l'autre, il n'en avait pas. Donc vous créez une classe complètement abstraite pour ça. Et ensuite, vous allez créer des sous-classes, les faire hériter de cette classe parce que c'est des choses qu'ils ont en commun. Et vous allez rajouter des choses dessus. Voilà, donc à chaque fois que vous allez vouloir faire du copier-coller sur votre code, il va falloir vous dire qu'il y a un problème et que ça veut dire que l'élément que vous vouliez copier pour créer un nouvel élément 2, et ben l'élément 2 et l'élément 1, il faut les abstraire et les mettre dans une classe abstraite qui va gérer... ouais, voilà. Bon, je vais passer sur cette slide-là. Donc je vais laisser Orgix vous parler de Git. Utilisez Git. Bonsoir. Donc ouais, Orgix, la plupart de toute façon vous me connaissez déjà. Donc moi je vais vous parler globalement de ce que c'est le versionning, la gestion de version de votre code source, etc. Et plus particulièrement de Git, un peu plus tard. Qui d'entre vous a déjà entendu parler de versionnement? Ah cool, c'est déjà ça. Pour vous, ça vous évoque quoi? Des noms de trucs qui permettent de versionner ou je sais pas? Non? Mercurial, oui. Autre chose? SVN?
Ouais. D'accord. Personne m'a dit Dropbox, c'est cool. Mais c'est ce que la plupart d'entre vous auraient sans doute fait. On l'a constaté les années d'avant. C'est que pour partager du code dans votre groupe, travailler ensemble sur des fichiers, etc., la majorité passe par Dropbox, se file les fichiers par Skype ou encore pire par clé USB. Comme vous en doutez, ça fait perdre énormément de temps, c'est super chiant. Et voilà, donc il y a des outils qui permettent de faire ça. Et c'est du coup ce que je vais vous présenter, histoire de vous simplifier la vie pendant votre projet. Donc pourquoi vous devez, oui je dis bien vous devez, le premier que je vois utiliser une clé USB pour passer du code à quelqu'un de son groupe de projet, passer du code via Skype ou je ne sais quoi, je le brûle et sa famille avec. Voilà. Ceci étant dit, donc les versions de console system, ça vous permet soit micro en carton. En plus de travailler en groupe, parce qu'on va le voir, ça fonctionne avec tout ce qui est un système de serveur, tout ça. À la base, comme l'indique le version dedans, accessoirement, le but c'est de garder une trace des différentes versions de votre fichier en fait. C'est-à-dire que vous allez le modifier, vous allez avoir un truc cool, voilà, ça marche, vous êtes content, et là vous allez vous dire ah tiens, j'ai envie d'ajouter une nouvelle fonctionnalité. Vous allez l'ajouter, vous allez faire de la merde fatalement, et du coup vous allez vous dire merde, ça marche plus. J'ai envie de revenir à ma version d'avant. Et là, plutôt que de spammer CTRL-Z ou je ne sais quoi pendant un quart d'heure, les gestionnaires de version, ça vous permet de faire ça, proprement. Parce qu'en plus, accessoirement, si la merde en question a été faite par quelqu'un de votre groupe de projet, ça arrivera, vous ne pouvez pas CTRL-Z à sa place parce que c'est lui qui l'a fait chez lui. Vous avez saisi l'idée. Et donc l'idée, c'est de garder une trace de toutes les versions de votre fichier, de pouvoir revenir facilement dessus. Et de pouvoir bosser en groupe, donc collaborer. Vous le verrez, c'est pas le principe des systèmes de gestion de version à la base, mais c'est pour ça qu'on s'en sert en vrai. Donc, comment ça marche un système de version? Enfin, en gros, c'est quoi les différents moyens de gérer ça autrement qu'en se passant le code par clé USB ou je ne sais pas quoi. CP-all. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Linux, etc., CP c'est comme copie. En gros, je suis sûr, vous avez déjà tous fait ça un jour. Vous avez une version d'un fichier, je ne sais pas, n'importe quoi, une image que vous êtes en train d'éditer, je ne sais quoi, et vous vous dites tiens, je vais garder la version là, elle est cool, mais j'ai envie de continuer à bosser dessus. Bah vous allez faire quoi? Vous allez la copier vers .all ou je ne sais quoi. Et c'est cool, au bout de quelques jours de travailler sur vos fichiers, vous vous retrouvez avec ça. Vous avez un file.ok, un file.hold, etc. Puis vu que vous êtes déjà file.hold, vous avez file.hold.hold au fur et à mesure. Enfin, vous voyez le tableau. Maintenant, vous imaginez ça avec un code source sur votre projet de sup pendant un semestre, à 5, 4 Ah, 4, autant pour moi. Voilà, ça vous donne une idée de à quel point c'est horrible. Donc ça, c'est pareil, c'est ce qu'on ne veut pas voir. C'est fait pour vous éviter ce genre d'immondice. Donc voilà, donc à la base, il y a eu des gestionnaires de version qui ont été faits, mais localement. C'est-à-dire que là, on n'a pas encore l'idée de travailler en groupe. Ça s'appelait, je crois, RCS, un truc comme ça à la base. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous allez lui dire, voilà, localement, garde-moi, trace-moi ce fichier, et vous allez pouvoir sauvegarder des versions, etc. Ce qui fait que vous avez juste votre fichier, vous avez juste un fichier localement auquel est associé plusieurs versions, et vous pouvez dire à votre gestionnaire de version, voilà, je veux revenir à telle version d'avant, je veux en créer une nouvelle, ce genre de choses. Ça c'est bien beau localement, mais pour travailler en groupe, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est pour ça qu'après, ça a été mis en place pour travailler à plusieurs, avec des serveurs, etc. Histoire que vous puissiez comprendre la suite, je vais juste vite fait donc 3-4 mots de vocabulaire. Un commit, globalement, c'est crée-moi une nouvelle version, en gros. C'est voilà, tu prends mes fichiers, tu me le mets dans une version. C'est comme si, imaginez, vous bossez sur plein de fichiers. Plutôt que de tous les renommer .hold1, je ne sais quoi, avec chacun .hold1, vous créez un dossier hold1 et vous foutez tout dedans. Là, c'est un peu la même idée. Si vous prenez plein de fichiers, vous les mettez dans une version, mais c'est votre gestionnaire de version qui gère ça. Push, donc vu qu'on va travailler avec un serveur, enfin voilà, c'est en gros, tu m'envoies mes modifications sur le serveur. C'est juste, tiens, tu me prends mes versions, tu les envoies, tu les partages. Pull, c'est l'inverse. Vous dites au serveur, ah c'est cool, tu as des versions qui m'intéressent. Les membres de mon groupe de projet, ils ont push des trucs, j'ai envie de les récupérer. Vous allez ce qu'on appelle pull. Revert, qui peut deviner ce que ça fait revert? C'est pas compliqué. Non. Voilà, une version précédente. Comme on l'a vu, l'objectif à la base, c'est quand même ça. C'est de pouvoir revenir sur quelque chose une fois que vous avez fait de la merde. Donc en gros, le principe du revert, voilà, c'est ça, c'est revenir à une version précédente. Vous pouvez aussi, bien sûr, après faire l'inverse. On en reparlera, revenir sur les versions d'après, si vous vous rendez compte qu'en fait,
si vous vous rendez compte qu'en fait ce que vous avez fait c'était pas si pourri que ça. Et enfin, merge, c'est quand vous avez deux versions et que vous voulez les rassembler en une. Alors comment vous pouvez avoir deux versions? Je vous rappelle que vous travaillez en équipe. Vous allez modifier par exemple un fichier dans votre coin. Un autre membre de votre groupe va modifier le même fichier dans son coin. Lui va le push sur le serveur. Et vous, du coup, quand vous allez pull, il va dire « Ah ouais, tiens, regarde, là, par exemple, cette fonction, elle a été modifiée sur le serveur par mon pote qui a push. Mais toi, tu l'as aussi modifié. » Et du coup, Git, enfin pas Git, les gestionnaires de version en général, savent pas comment résoudre ça. Ils peuvent pas deviner quelle version de la fonction vous avez envie de garder. La majorité il y a beaucoup de merge qu'il est capable de gérer tout seul quand vous éditez pas des trucs qui sont vraiment la même chose. Mais il y a des fois, vous aurez à le faire à la main. J'y reviendrai un peu plus tard, mais voilà, sachez ce que c'est, ça vous arrivera. Navré pour le micro. Voilà. Alors ensuite, vous avez deux types de versions. On a les centralisés et les distribués. Centralisés, alors j'en avais entendu tout à l'heure parler de SVN. SVN, ça parle à qui? Subversion en entier. Bon, d'accord. C'est ce qu'on présentait encore il y a 2 ans pendant cette conférence, en fait. C'est un gestionnaire de version centralisée. Le concept, c'est que vous avez toutes vos versions qui sont stockées sur un serveur quelque part. Et vous avez une version locale. C'est-à-dire que vous avez par exemple la dernière version ou celle sur laquelle vous avez décidé de revert ou quoi que ce soit. Vous avez juste une version localement. Est-ce que vous voyez quel inconvénient ça peut avoir, ce genre de choses? Voilà, si le serveur est down. Là, le serveur crash. Vous pouvez premièrement plus bosser avec vos potes, vous pouvez plus revert, vous pouvez plus créer une nouvelle version, et potentiellement, si le serveur est vraiment down, vous perdez toutes les anciennes versions. Cool, nouveau micro. Bon, donc voilà, donc ça c'est le concept, c'est-à-dire que voilà, le serveur a toutes les versions et vous en avez juste une localement. C'est pour ça qu'on est passé au gestionnaire de version distribué. Le concept, c'est que chacun, sur sa machine, a tout l'historique des versions. Alors là, si vous voyez, on a un serveur en général, tout le monde a gris sur le fait qu'il y a un dépôt entre guillemets principal sur lequel on va push, on va pull, etc. Mais on pourrait très bien s'en passer, c'est-à-dire dans la mesure où chacun a entièrement tout l'historique des versions chez lui, vous pourriez très bien directement aller chercher ça, aller pull sur le PC de l'autre ou n'importe quoi. En pratique, vous ne le faites pas parce que c'est immonde. C'est pour ça qu'il y a un serveur, c'est pour ça. Pour que tout le monde aille taper au même endroit, pour que tout soit centralisé au même endroit, pour qu'on ait une version vraiment up-to-date. Mais donc vous voyez l'intérêt. Alors il y a d'autres inconvénients, notamment en termes de rapidité, ce genre de choses, parce que là, la première fois que vous voulez bosser sur votre projet, quand vous allez ce qu'on appelle clone, ça revient à juste prendre la dernière version, c'est-à-dire une version des fichiers, c'est rapide, tout ce que vous voulez. Alors que là, la première fois que vous allez clone, vous allez ramener tout l'historique, toutes les versions. Donc forcément, c'est plus long. Mais ça, le gros avantage que ça a aussi, c'est que vous n'avez pas besoin d'une connexion au serveur pour bosser. Vous pouvez bosser localement. Vous êtes dans le TGV, vous bossez, vous faites vos commits, vous faites vos versions localement, et au moment où vous récupérez une connexion, vous envoyez tout ça sur le serveur, et voilà. Et potentiellement, du coup, c'est également plus rapide dans la mesure où ça se fait sur votre machine et pas directement via le réseau. Vous voyez, même les handicapés peuvent être conférenciers. Donc voilà, quelques gestionnaires de version, Git, donc celui que je vais vous présenter juste après, SVN, que vous avez probablement déjà entendu parler visiblement pour certains, qui est donc centralisé. Mercurial, qui est un peu similaire à Git. Vous serez peut-être également amené à l'utiliser. Globalement, vous ne sortirez pas des masses de ces trois-là, probablement. GNU Bazar, c'est un truc développé par Canonical, les mecs qui font Ubuntu, si vous voulez jeter un œil. CVS, c'est le truc sur lequel est basé SVN. Hyperforce, c'est un autre truc plutôt sympa, mais payant, qui est utilisé dans certaines grosses boîtes. Mais Git, c'est aussi utilisé à plein d'endroits. Git en lui-même, ça a été codé à la base par un mec, Linus Torvald, ça vous parle? Voilà, accessoirement. En fait, avant Git, avant les gestionnaires de version, etc., quand il bossait sur des trucs comme le kernel de Linux, qui sont où il y a plein de monde qui bosse dessus, etc., et vous avez envie de garder ce qui se fait avant, les mecs se passaient ça via des cerveaux, via des patchs en fait. C'est-à-dire que c'était des trucs qui vous disaient voilà la différence entre mon fichier et la version d'avant, c'est ça. Et on appliquait des patchs dessus, etc. C'était quand même super chiant.
Et c'est là qu'à un moment, ils sont passés sur un système de gestion de version distribuée qui s'appelait BitKeeper, je crois, qui était propriétaire, mais alors ça, je vous dis de ce que j'ai lu, en vrai, je l'ai découvert cet après-midi, qui était payant, et apparemment, donc ils le faisaient en mode gratuit pour le kernel Linux et compagnie. Et un jour, ils se sont pris la tête, ils ont fait non. Donc, du coup, ils ont dev le leur. C'est là-dessus c'est là qu'est né Git. C'est récent, c'est 2005. C'est très récent. Mais voilà, la base Git, ça a été créé pour ça. Et non pas comme... alors ça, vous voyez, là, le titre, le Git, c'est le système de rendu d'Epita. Ça, c'est ce que certains engins répondent à la fin de leur... Ils ont pas... Ah oui, parce que Git, on l'utilise en engin. C'est le truc que vous êtes obligé de l'utiliser. Vous n'avez pas le choix. Donc si vous apprenez à vous en servir maintenant, c'est tout bénef. Et même personnellement, pour vos projets, etc., pour quand vous serez en SP, pour votre OCR ou je ne sais quoi, vous en servirez. Vous verrez, c'est la vie. Et donc, c'est un système dont on sert beaucoup en engin, et notamment au moyen duquel on fait les rendus, parce que vous pouvez faire plein de choses magiques, genre mettre des étiquettes sur vos commits. Dire, par exemple, ce commit-là, c'est mon rendu. En gros. Voilà, ça, c'est complètement, évidemment, faux. Pour vous donner une petite idée, de boîtes qui utilisent Git, et donc dans lesquelles vous serez potentiellement amené à l'utiliser, Google et Facebook pour tout ce qui est leur projet open source. Vous avez les liens, hein, GitHub. Alors c'est sur GitHub la majorité des trucs open source. J'y viens après. Microsoft même utilise Git pour ASP.NET. Leur web API, etc. C'est pareil, elle est accessible publiquement. Vous avez le code source, vous pouvez clone le Git et regarder ce qu'il y a dedans, c'est cool. Twitter, Perl, Git. Git, c'est basé sur Git. Vous voyez, c'est avec 4 magnifiques occurrences 5 occurrences de Git dans l'URL git.kernel.org/git/git/git.git. Voilà, vous avez saisi l'idée. Sur git.kernel.org, d'ailleurs, vous avez aussi du coup le dépôt du kernel de Linux. Si vous voulez jeter un œil, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est pas juste à Epita, apprenez à vous en servir. C'est utilisé dans la vraie vie par des vrais gens. C'est pas pour rien que c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc en théorie, voilà, il y a le conférencier suivant qui rage parce qu'il y a son nom sur une slide là. Donc en théorie, en fait, Git, il y a votre fichier, il va pouvoir avoir en gros 4 états, sans vraiment compter sur, enfin 5 on va dire plus ou moins. Mais bon, à la base, votre fichier, il existe localement, ok. Git, il s'en occupe pas. Git, il va pas versionner tous les fichiers de votre machine, ça serait complètement aberrant. Donc à un moment, vous allez devoir dire à Git, voilà, ce fichier-là, ça m'intéresse que tu suives les versions, que tu t'en occupes, que je puisse le versionner, que je puisse le push et compagnie. Vous allez l'add, donc vous allez faire ça, git add, etc. Alors vous verrez là, je vous donne les noms des commandes. En vrai, vous verrez ça pendant le TP, ça se fait avec une jolie interface dans Visual Studio, etc. C'est très bien intégré, vous n'aurez pas à vous prendre la tête avec ça. Pour ceux qui veulent, vous pouvez quand même. C'est intéressant et instructif. Enfin bon, donc ouais, vous allez l'add, etc. Vous allez faire vos trucs, et une fois que si vous bossez sur un fichier qui est déjà suivi par Git, que vous avez déjà add auparavant, que vous avez déjà bossé, de base, votre fichier, ok, il était dans le dernier commit, c'est bon, il est à jour, Git, il est au courant de l'état actuel dans lequel il est unmodified, tout va bien. Maintenant, vous l'éditez. Ah, bon, ok, j'ai modifié des trucs, vous modifiez plusieurs fichiers, bon, maintenant, tout ça, j'ai envie de le mettre dans un commit. Vous allez le stage en fait. Stage, c'est un état temporaire en gros. Enfin, c'est un endroit dans lequel vous dites voilà la version actuelle de mon fichier. Tu prends un snapshot, tu prends un instantané, tu me regroupes ça. Et tout ce qui est stage en fait, c'est ce qui sera dans votre prochain commit, parce que vous n'avez pas envie de commit un seul fichier à la fois. Enfin, en jeu, ça arrive souvent, mais en pratique, vous allez modifier plusieurs fichiers parce que les uns s'appellent les autres, ce genre de choses. Et vous voulez créer une version qui regroupe les modifications de plusieurs fichiers. Donc vous allez stage tous les fichiers. Par exemple, vous avez modifié un fichier a.cs, b.cs. Vous allez, alors ça se fait avec add aussi, c'est pareil, c'est git add. Vous allez add votre a.cs, votre b.cs, et là, vous allez ensuite commit. Vous allez regrouper ça dans une version qui contiendra les modifications que vous avez faites sur a.cs et b.cs. Et du coup, il revient dans l'état unmodified, c'est-à-dire que Git il a son commit localement, il est content. Alors là, en vrai, on pourrait rajouter une autre partie à droite qui serait l'état du dépôt Git sur le serveur, et avec entre, push et pull. En gros, comme je vous l'ai dit, vos commits sont locaux. Quand vous allez
Quand vous allez push, ça va envoyer les commits que vous avez sur le serveur. Quand vous allez pull, ça va récupérer ceux de vos potes. Et voilà, vous pouvez bien évidemment remove les fichiers de Git à un moment parce que ah tiens, ce fichier il sert plus à rien, je veux que tu arrêtes de me le suivre. Voilà. Est-ce que vous avez compris comment ça marche? C'est important de comprendre comment ça marche, sinon vous allez pas comprendre juste pourquoi il vous pète certains trucs ou pourquoi votre pote a pas le fichier ou quoi que ce soit. Il y a des questions là-dessus? Oui, non, d'accord. Add, ça fait quoi? Ouais, bon, ça, vous avez l'air d'avoir suivi, c'est cool. Et donc, en pratique, vous avez, enfin, pas vraiment dans l'ordre, mais bon, vous avez clone. Clone, c'est, je vous l'ai dit, c'est rapatrie-moi ce qu'il y a sur le serveur. Ça, vous le faites une fois au début, après, vous n'avez plus jamais à le faire. Ça lui dit aussi, accessoirement, vous faites clone, suivi de l'URL de votre... suivi de l'adresse de votre dépôt Git sur le serveur, et ça lui permet aussi de dire, parce qu'à un moment, il faut quand même qu'il sache où vous allez push et de où vous allez pull. Vous voyez ce que je veux dire, il va pas deviner tout seul comme un grand. Donc ça c'est le truc que vous faites au début, et ensuite add pour ajouter vos fichiers la première fois, et une fois que vous les avez modifiés, etc. Commit pour regrouper ce que vous avez stage dans une version. Push donc pour envoyer sur le serveur, pull pour le rapatrier, et les conflits, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quand vous allez avoir une version qui est modifiée par quelqu'un d'autre et par vous, et il ne sait pas comment faire. En vrai, vous allez toujours pull avant de push. Sinon, de toute façon, il va vous dire non, je veux pas que tu push, tu n'es pas à jour, tu n'as pas la dernière version. Et donc, vous toujours pull avant de push. Et c'est là que vous allez potentiellement vous taper des conflits. Il va vous dire attention, merge-moi ça. Vous le verrez pendant le TP, vous vous en taperez. En gros, il vous met les deux versions, la version qu'il y avait sur le serveur, votre version. Et il vous dit voilà, les deux versions là, tu les merges à la main. Et ensuite, tu me mets ça dans un commit. Et vous faites un commit de merge en gros. Voilà, pour les choses à faire avec Git, committer souvent, toujours. C'est-à-dire que, en pratique, il y a des nazis de Git qui vont vous commit toutes les 5 lignes. C'est pas mal. En vrai, c'est le bien parce qu'en plus après vous pouvez packer plusieurs commits en un seul. Enfin bon, on sait très bien que vous le ferez pas. Vous allez pas commit toutes les 5 lignes, mais vraiment faites-le souvent. Ça vous permet de garder une trace. Ça permet de rapidement filer vos versions à vos potes, etc. Et surtout dans l'interne. Committer que du code qui compile, ou du moins au moins pusher que du code qui compile. Vous pouvez, je suppose, imaginez, vous bossez sur votre truc, vous dites tiens, j'ai envie de récupérer la dernière version de ce que mes potes de projet ils ont fait, et là vous faites git pull, et vous vous apercevez que ça compile plus. Là encore, on revient au concept de brûler la famille de ses membres de projet, etc. C'est toujours la même idée. Vous n'avez pas envie d'avoir ça. Donc committer du code qui compile pour vos membres de projet et pour votre famille. Vous pouvez mettre des messages sur les commits parce que ça serait quand même, que des numéros de version, c'est cool. Je veux revenir sur une version, mais sur laquelle? Oui, bon, non rien. Vous voulez revenir sur un commit, mais si vous avez juste des numéros, ça servira à rien. Donc vous pouvez mettre des messages. Mettez des messages explicites. Mettez pas un message commit quoi. Ça, vous en verrez, c'est pareil. Hein. Les messages de commit lol ou les messages de commit où vous serez content, ça marche, c'est cool, mais on sait pas ce que le commit y fait. Donc voilà, décrivez bien ce que vous mettez dans votre commit. Par exemple, je sais pas, moi, j'ai maintenant le bonhomme marche ou j'en sais rien, je sais pas ce que vous allez coder. Globalement, ajoutez pas de binaire, etc. Via l'interface de Visual Studio, vous pouvez lui dire quel fichier ignorer, etc. Parce que c'est lourd, parce que vous allez de toute façon les modifier à chaque fois. Vous n'avez pas envie de traquer ça, vu que ça change en permanence justement et que c'est pas intéressant. Vous pouvez par exemple les exécutables, les recompiler. C'est pareil, les fichiers système, toms.db, compagnie qui se baladeront probablement dans vos dossiers, tout le monde s'en fiche, vos potes de projet ils les veulent pas, de toute façon ils ont les mêmes. Et les fichiers inutiles, bon voilà, c'est pareil, Git c'est pas fait pour ah tiens, je vais te filer la dernière musique que j'ai écoutée, vous avez saisi l'idée. Voilà. Ah oui, dernière partie. Je vous parlais de GitHub tout à l'heure avec. Vous avez vu les URL des dépôts open source de Facebook, Google et compagnie. Parce que c'est bien beau que les dépôts Git soient sur un serveur, mais je suppose que vous n'avez pas tous un serveur. Vous avez du bol. Il y a des gens gentils qui vous fournissent des dépôts Git gratos en ligne. En l'occurrence, les deux principaux, c'est GitHub et Bitbucket. Vite fait, les pour et contre de chacun. Globalement, GitHub, c'est celui qui est très utilisé pour tout ce qui est open source, parce qu'en fait, contrairement à Bitbucket,
Si vous voulez faire des dépôts privés, enfin, je ne vous explique pas le concept de public-privé, hein, c'est soit il y a que votre team qui peut y accéder, soit il y a tout le monde. Vu que les dépôts privés sont payants, il y a une majorité de dépôts publics. Et donc, tout ce qui est open source, tout ce qui est fait pour que tout le monde participe, etc., c'est orienté là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant d'études, qu'il y a autant de users. Par contre, vous pouvez avoir autant de contributeurs sur votre projet que vous voulez. C'est-à-dire, vous avez un projet open source, vous pouvez avoir 40 personnes qui bossent dessus, qui committent dessus, ça pose pas de problème. Par contre, sur Bitbucket, si vous voulez avoir plus de 5 personnes qui bossent sur un projet, ce qui n'est pas votre cas, tant mieux, ça va vous coûter des thunes. Comme créer des dépôts privés sur... ouais. Vous pouvez avoir des comptes étudiants avec GitHub, avec votre adresse Epita, et vous pouvez avoir 5 dépôts privés par personne. C'est cool. Ouais. Je comptais en parler. Mais sur Bitbucket, de toute façon, les dépôts privés, ils sont complètement gratuits. Oui, enfin voilà, vu que vous êtes étudiant, normalement vous avez 2-3 avantages. Enfin, en vrai, vous en avez pas vraiment besoin. Parmi les avantages de GitHub, vous propose aussi un truc sympa pour host des pages web statiques. Si vous voulez faire ça au début pour votre projet, enfin, vaut mieux faire ça pour de vrai de votre côté, mais voilà, ça peut être un avantage. Bitbucket, il vous propose aussi tout ce qui est authentification. Il y a votre compte Facebook, OpenID, Google, whatever. Vous remarquerez d'ailleurs un magnifique hack qui se trimballe qui n'a rien à faire là. Les slides ont été finis 2 minutes avant la conférence. Voilà, si vous avez la flemme de dire à tout votre groupe de projet, hey, créez-vous un dépôt GitHub, parce que je suppose que tous vos membres de groupe de projet auront un compte Facebook, Google de toute façon. Et si un jour vous avez utilisé autre chose que Git, Bitbucket ça supporte aussi SVN et Mercurial, ce qui n'est pas le cas de GitHub. Donc voilà, choisissez celui que vous voulez, globalement on s'en fout. Allez voir les interfaces aussi, allez jeter un œil vraiment sur les deux, allez jeter un œil à des dépôts, c'est globalement tout ce qui différenciera dans votre utilisation de Git. Ça c'est juste, en gros, ça vous fournit juste des interfaces web, etc. pour voir vos commits de manière jolie, etc. En pratique, à votre utilisation de Git au niveau du code, ça aura aucun impact. Donc choisissez ça vraiment comme vous l'entendez, personne ne voudra vous embêter avec ça, les deux sont utilisés. Voilà. Et enfin, deux liens, guide.aq.epita.fr, ça vous redirige vers un truc plutôt sympa si vous voulez voir des concepts un peu, entre guillemets, un peu plus poussés, sur tout ce qui est les branches, etc. On vous en parlera pas ce soir parce que utilisez déjà les bases, ça sera déjà pas mal plutôt que les clés USB. Et enfin, GitSCM, c'est la Bible. Si vous voulez apprendre vraiment comment marche Git, apprendre des détails, voir comment vous en servir de manière plus avancée, allez voir là. Pour info, tous les schémas que j'ai, ils viennent de GitSCM là. En vrai, j'aurais pu ouvrir GitSCM et vous le lire, ça aurait été strictement la même chose, je pense. Voilà, c'est un peu défiant, enfin non, parce que c'est super bien fait. Mais vraiment, allez jeter un œil si vous voulez apprendre plus de trucs. C'est très 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 bien foutu. gitscm.com/book en l'occurrence, qui est bien foutu. Sur ce, est-ce qu'il y a des questions avant que je passe la parole à la théorie pour la tech? Ouais. Les clients graphiques, t'en as, mais... Hein? Oui, le truc développé par Atlassian, les mecs qui font Bitbucket? Sourti? Ah. Mais ouais, GitHub en fournit ça. Apparemment, on me dit, je sais que Bitbucket aussi, ils en ont un. En vrai, comme on vous l'a dit, il y a un plugin Visual Studio, Git Extensions, qui est installé de base sur vos racks. Donc vous l'avez de base. On vous le présentera ce soir, il y a une partie du TP qui vous explique comment vous en servir. C'est intégré au Visual Studio, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous taper des commandes à la main, etc. D'autres questions? Non? Bon, très bien, je passe la parole à la théorie qui va vous parler de la tech. Allô? Vous m'entendez là? Ok. Donc l'idée c'est qu'un projet, mine de rien, c'est pas que du code. On essaie de vous en parler, mais il y a pas mal de gestion d'équipe, etc. Donc il y a aussi des parties plus intéressantes, genre la rédaction des rapports, préparation des slides. Enfin plus intéressantes, je sais pas, mais plus rigolotes. Et surtout, on fait un projet pourquoi? On fait pas ça juste parce qu'on a un projet à faire et on a rendu, etc. une note. On fait ça parce qu'on a envie d'apprendre. En fait, c'est pour ça qu'on est à l'école. Du coup, je vais vous parler de la tech, qui est un outil assez rigolo, et que a priori, pas grand monde ici ne connaît encore. Mais le projet dessus, vous avez pas mal de temps libre, en fait, mine de rien, comparé à ce qui vient par la suite à Epita. Du coup, c'est vraiment le moment d'apprendre, parce que, franchement, si vous le faites pas maintenant, vous allez être un peu handicapé, quoi, le jour où vous aurez envie de le faire, parce que vous n'aurez plus le temps, et le temps est une ressource assez limitée.
Ouais, alors j'ai des notes. Alors la tech, normalement vous avez tous eu une présentation par Didier Verna au début de l'année, n'est-ce pas? Ok. Donc je sais pas ce qu'il y a à sa conf, parce que moi j'y suis pas allé quand j'étais en sup. Donc qu'est-ce que c'est que la tech? En gros c'est un langage de balisage pour les documents. C'était fait par Donald Knuth en 78. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est assez ancien. Et c'est un des principaux avantages de la tech en fait, c'est que c'est vieux, donc c'est assez stable. Par opposition par exemple à Word. Genre quand vous avez fait un Word avec Word 97, ben, si vous essayez de l'ouvrir aujourd'hui avec votre Word 2013, vous allez voir que ça merde. Et ça va être un petit peu casse-pied. Alors qu'un LaTeX, un point tech qui a 30 ans par exemple, vous pouvez encore le recompiler aujourd'hui, vous aurez encore exactement le même résultat. Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire du LaTeX? La grande différence entre LaTeX et du Word, hein, par exemple. Donc je vais beaucoup citer Microsoft Word parce que c'est un peu la référence quand même dans les documents texte. Ou PowerPoint hein, pour les slides, pareil. Je vais pas dire que Office c'est pas bien parce que c'est faux. Depuis pas quelques années, ils ont vraiment fait des grands progrès. C'est devenu vraiment sympathique de travailler avec. Mais il y a quand même un grand défaut à mes yeux, c'est que ça reste du WYSIWYG, c'est-à-dire what you see is what you get. Par opposition à LaTeX où en fait c'est du code qu'on compile pour obtenir un résultat. Donc on décrit le résultat qu'on veut, ensuite c'est LaTeX qui va se charger de le mettre en page. Nous on a juste à se focaliser sur le contenu. La philosophie est vraiment très différente. C'est beaucoup plus proche de quand on code, vraiment justement. Et quand, comme moi, vous avez passé pas mal de temps quand même à coder, vous allez aimer la tech parce que ce sera vraiment un environnement familier, un workflow vraiment très familier. Genre, je fais mon code LaTeX, je compile, je vois qu'il y a une erreur, ah zut, je la fixe, j'arrive pas à la fixer, donc je vais sur internet, je me renseigne, je vois qu'il y a plein de gens qui ont eu cette erreur, qu'elle a été résolue, donc tout va bien. Parce qu'il y a, sur internet, vous connaissez sûrement Stack Overflow pour les questions de code, et ben pour la tech c'est pareil, il y a Stack Exchange, je crois, enfin il y a pas mal de ressources disponibles, donc ça c'est cool. Vous serez vraiment pas lâché dans la nature. Ouais, je digresse. Ouais, donc je disais, c'est la mentalité qui est très différente. Donc, par exemple, vous pouvez faire votre LaTeX dans votre éditeur de texte préféré, si vous êtes sous Linux. Vous pouvez faire ça avec Emacs, avec Vim, enfin. Mais ça peut sembler bête, hein, dit comme ça. Mais mine de rien, quand vous avez pris l'habitude de vous servir de cet outil, ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous en servir aussi pour réaliser justement votre rapport et vos slides, et pas avoir à basculer dans un environnement qui vous paraîtra un petit peu hostile sur le coup. Mine de rien, il y a ouais, les éditeurs genre Vim, etc. pour tous ceux qui font du Linux, je sais pas s'il y en a qui font du Linux ici. Mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir faire du LaTeX avec. Grand avantage de LaTeX, donc, c'est la portabilité. Un fichier .tex, c'est quoi? C'est juste du texte ASCII. Par opposition, par exemple, à tous les 10 milliards de formats de Word, .odt, etc. qu'on a eu. Donc, on est dans quelque chose de vraiment pratique. À noter aussi que l'output de LaTeX, c'est pas forcément du PDF. À l'origine, en fait, c'était du DVI, .dvi, pour Device Independent. En gros, c'était un truc multiplateforme qui est vraiment super vieux, genre bien plus vieux que LaTeX, que PDF, pardon. Et du coup, dès le départ, on avait vraiment cette notion de portabilité entre les plateformes, etc. Et qu'on n'était pas vraiment lié à un logiciel, qui en l'occurrence serait Microsoft Office, qui du coup implique que ce n'est pas libre, qu'il faut payer, il faut une licence, etc. Faut aussi un système d'exploitation Windows, vous n'aurez pas forcément sous la main. En fait, c'est assez pénible d'éditer un Word si on n'est pas équipé. Alors que pour éditer du LaTeX, il y a besoin de beaucoup moins de choses. Autre avantage de LaTeX, vous avez tout ce qui est flexibilité. LaTeX a plein de packages. Donc là, en l'occurrence, s'il te plaît. Ouais, donc ça c'est un package assez connu de LaTeX qui s'appelle TXZ. Donc si tu peux scroller un peu. En gros, tout ça c'est fait en LaTeX, donc ça peut être dans votre PDF directement. Donc tout ce qui est automate, schéma, etc. Vous pouvez faire des schémas vraiment assez compliqués. Et vraiment, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment sexy. Genre, si tu veux, tu peux aussi montrer le PDF sur Camel, là, que je t'avais passé. En gros, LaTeX est utilisé pour tout ce qui est publication scientifique, donc les thèses, etc. Exactement. Si tu peux scroller, donc voilà, un exemple de document LaTeX. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est sexy. Si tu peux scroller un peu, YouTube. Donc là, voilà, il y a 2-3 graphiques, donc il y a des formules, voilà, c'est cool. Continue à scroller. Et donc voilà, on voit qu'on peut vraiment faire des graphiques. Donc ça, c'est le module TXZ, hein, donc, que je viens de présenter. C'est, on peut vraiment avoir des résultats vraiment classe.
Alors effectivement, pour réussir à faire des trucs comme ça, faut apprendre, hein. C'est pas du Hello World. Hein. Et justement, c'est ça que moi j'aime bien avec la tech, c'est qu'on est vraiment récompensé pour notre effort. On travaille, et ensuite on voit un truc sexy, on se dit « Ah, c'est bien ». Et puis ça peut faire une case en plus sur votre CV et tout. C'est cool. Autre avantage de la tech, le contrôle de ce qu'on fait. Genre, je pense qu'on est tous familiers avec, les vieux documents Word là, où on avait nos images et tout. On rajoute une phrase quelque part, hop, ça nique tout. C'était assez relou. Avec la tech, on n'a pas ce problème. Enfin, à certains degrés, on l'a aussi, mais moins. Parce que c'est comme si justement la tech qui gère la mise en page pour vous, vous avez juste à gérer le contenu, et si vous rajoutez une phrase dans le contenu, on s'en fout un peu de la mise en forme, parce que c'est pas vous qui le faites. Et donc la qualité, c'est le dernier point, avantage de la tech, c'est que effectivement on obtient assez rapidement des documents de grande qualité. Je t'ai mis deux documents, exactement le même document. Première version, c'est avec le template Word de base, et la deuxième version, c'est avec le template LaTeX de base. Donc là, voilà, ça c'est un document en Word. Voilà. Si tu peux mettre le LaTeX qui va avec. Donc ça c'est genre, on avait surligné introduction, on avait dit que c'était de type Title 1, ça on a dit que c'était du Title 2, etc. Donc là c'est l'équivalent LaTeX. Donc après ça peut dépendre des goûts et des couleurs, hein, peut-être, je sais pas. Mais globalement tout le monde trouve que LaTeX c'est quand même plus sexy. Hein. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur LaTeX? Pas vraiment. Si vous avez des questions, hein, bien sûr. Et moi je vous encourage à faire du LaTeX, pas forcément parce que c'est obligé, mais parce que c'est rigolo, quoi. Voilà, voilà. Ah si, j'ai un dernier truc à montrer. Est-ce que tu peux leur montrer par exemple le CV? Enfin... Parce qu'on sait tous que faire un CV c'est... Enfin vous le savez peut-être pas encore d'ailleurs, mais faire un CV c'est casse-pied. Donc voilà, il y a un... Il y a un truc qui s'appelle le template moderne CV en LaTeX qui permet de faire des CV comme ça. Et on est pas mal à utiliser ce template pour nos CV et franchement ça a de la gueule, quoi, c'est cool. Pareil, les slides c'est fait en LaTeX. Donc voilà, on peut faire des trucs assez jolis, quoi. Mais ça permet aussi d'écrire qu'on sait faire du LaTeX dans un CV en LaTeX, et ça c'est classe. Ouais, il n'y a pas écrit je sais faire du LaTeX dans mon CV en LaTeX. On peut mettre un super backslash LaTeX en plus. Oui. Bon, retour aux choses sérieuses. Pardon. Merci. Et où la poète? Excusez-moi. On va y arriver. Comment ça marche le truc? Hop. Est-ce que c'est ça? Oh, ça passe pas là. Bon bah bonjour, hein, moi c'est Aris. On attend que je puisse utiliser ce truc là. C'est bon? Ah génial. Donc moi je vais vous parler rapidement de DirectX. Alors soyons clairs, je ne vais pas vous parler de DirectX en termes de technologie. Vous aurez toute une conf graphique sur ça, donc je ne vais pas du tout rentrer dans les aspects techniques. Je vais plutôt rentrer dans les aspects, dans l'aspect en termes de projet. Donc parmi vous, qui veut faire un projet en 3D déjà? Ok, vous êtes quelques-uns, c'est bien, vous êtes courageux. Pour faire de la 3D, il y a globalement 3 outils, on va dire 4. Il va y avoir du XNA. Donc, qui compte faire de la 3D avec XNA? D'accord. Bouh. vous. Il y a un autre outil qui s'appelle Mogre. Donc, ça, c'est un outil qui est assez intéressant. Je ne l'ai pas utilisé, donc je ne peux pas trop vous en parler. Mais normalement, vous avez tous vu le projet, le Minecraft-like, lors des conférences de SUP. Ça, c'était fait sous Mogre. Donc, ça permet de faire de la 3D de manière un peu plus... un peu moins facile que XNA, mais un peu plus complète. Et ensuite vous avez OpenGL. Ça c'est du suicide. Et vous avez DirectX. Et DirectX c'est aussi du suicide, mais un peu moins qu'OpenGL. Donc nous, quand on a choisi de faire nos groupes, on voulait faire de la 3D. Et au départ on voulait faire un Slender-like. Donc avec pas grand chose dedans, juste des trucs intéressants.
mais pas énormément de contenu comme tu peux avoir dans d'autres jeux en 3D comme un FPS par exemple. Donc faire juste un truc en Xena ou même en Mogre, ça aurait été assez rapide. Faire quelqu'un qui se balade dans un couloir, même dans un labyrinthe, enfin finalement c'est assez rapide à faire avec ce genre d'outils. Donc on a choisi d'utiliser DirectX. Alors la première question c'était comment. Alors il faut savoir que DirectX c'est du C++. Et donc du coup pour utiliser DirectX, on n'utilise pas vraiment DirectX. On utilise un portage de DirectX en C#. Il en existe deux. Alors juste je vous expliquerai exactement lequel choisir et pourquoi lequel est le plus intéressant que l'autre. Donc DirectX, je dis que c'est du C++, on a SharpDX et SlimDX en C#. D'accord? Donc on va passer d'abord à SlimDX. Vous avez vu les slides comme elles sont belles? Elles sont vachement complètes et tout. Donc Si, il y a même une faute sur Slim. Genre, je sais pas qui c'est qui a fait sa slide, mais c'est n'importe quoi. Et donc, les plus de SlimDX, c'est que la doc, elle est pas trop mal faite. Vous avez de la doc, ça c'est important, j'y reviendrai dessus. Vous avez des tutos. Et le moins, c'est que à mon année, donc l'an passé, au moment où je suis arrivé en sup, en fait, le projet a été abandonné. Donc, globalement, pas de mise à jour, pas ce genre de choses. Et un truc nouveau avait un peu pop de nulle part. Ça s'appelait SharpDX. Donc lui, voilà, il est nouveau, il est toujours à jour, il est toujours actuel. Les tutos, il y a des tutos, il y a un forum qui est vraiment très très intéressant. Et la doc, alors j'ai mis point d'interrogation, pourquoi? Parce que quand je suis arrivé, SharpDX était relativement récent et il y avait très peu de doc, voire pas du tout. C'est-à-dire qu'ils avaient implémenté un truc vachement rigolo comme MSDN. Vous avez vos noms de classe et ce que ça fait. Et le plus souvent, c'est que vous aviez tous les noms de classe et dans les ce que ça fait, il est marqué pas défini. genre du coup c'était assez rigolo. Fallait aller voir les noms des fonctions en C++ pour essayer de comprendre ce que la fonction faisait. Donc nous, nos premiers mois, genre nos 3-4 premiers mois que on a pratiquement pas codé. On a juste lu des bouts de code qu'on comprenait pas parce que c'est relativement ardu, mais ça reste quand même vachement intéressant et vachement enrichissant comme expérience. J'ai mis point d'interrogation parce que j'y suis allé récemment et la doc a été vachement mieux faite. Il reste encore des à faire ou no documentation, voilà, c'était ça, il y avait marqué no documentation. C'est génial ça, le no documentation. Mais maintenant sur la plupart des classes, vous avez ce que ça fait, donc et vous avez même des tutos qui sont maintenant relativement complets. Donc si vous voulez utiliser ce genre de technologie, genre Logitech c'est nul. Vas-y, enlève-moi ça là, tu caches ma magnifique slide. Je te jure. Et donc voilà, maintenant la doc est relativement fournie. Et si vous devez utiliser quelque chose, si vous voulez faire du DirectX, utilisez SharpDX plutôt que Slim, pour ces raisons-là. Donc, faut savoir, si vous voulez utiliser DirectX, que il faut beaucoup de courage et beaucoup de patience. Vous travaillez directement avec votre carte graphique, à la différence de Xena qui fait plus ou moins tout pour vous, genre afficher ce genre de choses, genre importer Xena, vous pouvez importer directement des images et des modèles sous DirectX, faut redéfinir ça. Donc nous par exemple on a dû coder un importeur de fichiers 3D. Donc lire un fichier 3D, récupérer tous les points et les afficher. Donc il y a beaucoup de choses à faire et c'est assez dur. Mais faut savoir qu'on en tire pas mal d'expérience. L'expérience est vraiment très intéressante. Et voilà, les trucs, les erreurs à ne pas faire quand vous affichez des trucs, c'est par exemple ce que vous ne voyez pas, genre faut le détruire. Parce que sinon vous arrivez à des jeux qui font 14 Go de RAM alors que vous regardez un mur. Parce qu'en fait tout le mur que vous avez vu derrière et que vous avez traversé, tout le couloir que vous avez traversé, vous l'avez pas effacé. Donc ça revient à ce genre de choses.
Donc voilà, si vous voulez faire de la 3D, vous avez les 3 choix. Et je vous conseille d'y réfléchir. De toute façon, il y aura une conf graphique qui va vraiment en parler de manière beaucoup plus approfondie. Et c'est tout pour moi. Je vais repasser la parole à mon très cher ami Tougi. Bon, maintenant, on va passer à une partie sur Xena. Donc on va essayer de développer un jeu devant vous, sous vos yeux. Mais d'abord, je vais commencer par vous expliquer quelques principes de Xena, comment ça fonctionne, etc. Déjà, je veux savoir combien de personnes ici comptent utiliser Xena pour leur jeu. Ok. Venez en TP parce que c'est là que vous allez apprendre en tout cas. Je vous le rappelle. Donc Xena, qu'est-ce que c'est? Donc dans Xena, vous avez une fenêtre que vous lancez. Ça marche? Ça marche? Ça marche? Oui, c'est bon. Ok. Donc vous avez une fenêtre et vos éléments, vous placez des éléments sur votre fenêtre. En fait, au final, votre jeu, ça consiste à afficher des éléments sur votre fenêtre dans le bon ordre et à la bonne place. Donc en gros, dans Xena, vous avez un axe, un repère, pardon, avec la coordonnée Y qui est ici et la coordonnée X qui est ici. Test, 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 test. Okay. Donc si vous voulez positionner par exemple un rectangle, bah, vous allez le positionner par rapport à son point ici et il aura une position donc repérée par 2 coordonnées, sa distance par rapport au haut de la fenêtre et sa distance par rapport au côté gauche de la fenêtre. Voilà. Donc ça c'est important pour positionner vos éléments, ce que vous allez devoir faire. Donc dans Xena, en fait quand vous créez un nouveau projet Xena, il va vous créer quelques petits fichiers déjà. Ça c'est le fichier principal qui s'appelle Game1 de base et qui hérite, comme vous pouvez le voir, héritage d'une classe que Xena a créée pour vous, une classe Game. Voilà. Donc je vais essayer de vous expliquer brièvement ce qu'elle fait. Donc votre jeu, ça c'est en fait c'est votre jeu. Votre jeu c'est une classe. Et en fait au lancement de votre programme, Xena va créer une nouvelle instance de votre jeu. Il n'y en aura qu'une. Il crée un nouveau jeu pour vous et il va appeler ses fonctions comme vous allez le voir. Donc une fonction d'initialisation. Donc vous créez votre jeu. Quand vous créez votre jeu, vous allez vouloir initialiser des choses. Genre par exemple, vous avez créé une classe pour représenter votre map. Ben, vous allez vouloir instancier cette nouvelle classe, instancier une map quoi, pour positionner des trucs dessus. Donc une fonction d'initialisation. Comme je vous l'ai dit, Xena, ça consiste juste à afficher des éléments. Et ces éléments, en fait, en général, vous allez vouloir que ce soit des images, qu'ils aient une texture. Dans Xena, on parle de texture. Donc en fait, vous avez une fonction load content pour chargement du contenu. Donc en gros, dans votre projet, vous allez rajouter des images et vous allez les charger et les transformer en objets texture 2D, comme je vais vous montrer après. Donc vous allez charger le contenu de votre jeu. Ensuite, unload content, vous n'êtes pas vraiment obligé de l'utiliser. Je ne l'ai pas utilisé l'année dernière, ça s'est très bien passé. Voilà. Alors, notion très importante dans Xena. Il y a 2 fonctions principales de votre jeu. Il y a une fonction update et une fonction draw. Donc draw, c'est pour dessiner, et update, c'est pour faire. C'est là que va se trouver toute la logique de votre code. En gros, c'est là que vous allez changer la position de l'élément. Vous allez dire, ok, lui il est en train de bouger, l'unité est en train de bouger, elle va passer de cette case-là à cette case-là, sa nouvelle position c'est cette case-là, etc. Tous les trucs qui sont logiques. Alors que dans draw, c'est vraiment juste l'affichage. Voilà. Donc en fait, ça, c'est 2 fonctions qui vont tourner en boucle dans votre jeu. Donc par défaut, la fonction update, en fait, elle tourne à un nombre de frames limité par seconde, fixe en fait. Alors que la fonction draw, elle va tourner le plus vite possible. Pourquoi? Parce que là, en fait, c'est la logique de votre code. Donc en fait, c'est là que toutes les actions vont vraiment se faire. Mais là, c'est juste l'affichage. Donc vous pouvez l'afficher à la vitesse que vous voulez, on s'en fout. Mais si en fonction de la vitesse de votre processeur, par exemple, votre processeur quand le jeu va se lancer, il va pas forcément avoir une vitesse constante. Donc il va faire des calculs plus vite à certains moments et plus lentement à certains moments. Donc vous voulez pas que vos unités elles se déplacent super vite pendant 5 secondes, puis qu'elles ralentissent pendant 2 secondes parce que votre processeur il est en train de faire des calculs lourds. Donc c'est pour ça qu'on a un nombre limité de boucles par seconde qui vont s'effectuer sur la fonction update. Donc toute la logique de votre code c'est là. Vous n'allez pas vouloir définir la position de votre élément dans draw. Draw c'est juste l'affichage. Donc qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite?
on va essayer de nous avec Zeletochoy au clavier, qui va essayer de, on va essayer de vous coder un petit jeu. Donc le jeu, en gros, ce sera une unité qui se déplace sur la fenêtre. On peut la bouger avec le clavier. Donc on peut lui dire va vers le haut, va vers le bas, va vers la gauche, va vers la droite. Et derrière, en fait, pour faire comme s'il y avait du mouvement, on va faire bouger une image qui va bouger et se répéter. Voilà. Voilà, c'était des trucs pour vous expliquer, mais on s'en fout. Vas-y. Donc on va passer sous Visual Studio maintenant. Ceci n'est pas répété, j'espère que ça va pas être trop catastrophique. Apparition. Bon, excusez-moi si j'ai un peu de fail dans ce que je tape, je tape sur le retour du stream. Bref, Visual Studio est très très réactif. Surtout quand je suis en train de cliquer sur le stream. On va créer un nouveau projet. Ok, il aime vraiment pas Visual Studio. Putain. Nouveau projet. C'est loin. Ok. C'est loin. Donc ça, vous l'avez vu cette semaine en TP, je pense. Donc, on crée un nouveau projet. Ici, on a Xena Game Studio. Vous avez installé Xena. Bon, si vous n'avez pas ça, c'est parce que vous n'avez pas installé Xena. Ok, bah, il est déjà installé sur la rack par Shugo. Donc, on va créer un nouveau jeu, Windows Game. On va l'appeler ce que tu veux. On va l'appeler le jeu. Évite de mettre des espaces. Mettez pas d'espace dans les noms de vos fichiers, s'il vous plaît. C'est mal. Mettez des underscores. Donc, cliquez sur OK et là, il y a beaucoup de magie apparaît. Voilà. Alors, c'est parti. C'est en cours. C'est une option aussi que ça crache. Bon, c'est un peu lent. J'ai beaucoup de conneries qui tournent sur mon PC en ce moment. Ok. C'est lent. Ouais. Ok, donc je vais brièvement vous expliquer ce que Xena vient de faire. Alors, ici on a la classe Game 1, dont je vous ai parlé, donc votre jeu, qui va être installé au début du jeu, au début du programme, pardon. Va vite fait dans la classe programme. Voilà, donc là vous voyez que il crée une nouvelle instance de notre jeu, et puis il la lance. Voilà. Donc, concrètement, c'est juste ce que fait la classe programme. Le fichier programme.cs, vous le modifierez jamais, parce qu'on s'en fout. Vas-y, pas en Xena, enfin. Ouais. Voilà. Donc on a créé une super classe Xena, une classe de jeu. Donc vous avez quelques petits commentaires. Donc là, il vous dit c'est la classe principale, the main type for your game. Okay. Donc la classe principale de votre jeu. On peut enlever les commentaires peut-être, puisqu'ils servent à rien. Ouais. Ça s'enlève facilement avec un raccourci LOL. Ok. Ou seul Shugo le connaît. Bon. Vas-y, tu peux parler pendant que je fais du ok. bricolage. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir besoin de créer deux classes, juste deux classes en fait. Une classe pour notre fond. Notre fond, je vous rappelle que c'est le truc qui va bouger sur la fenêtre derrière notre personnage. Et une classe personnage. Ah oui. Chose importante, ici vous avez le jeu, donc ça c'est votre programme. Et ici vous avez un autre truc, c'est le jeu content. Donc en gros c'est tout le contenu de votre jeu. Ici vous allez rajouter toutes vos images, tous les fichiers annexes. Pour dessiner des polices, en fait Xena il dessine juste des pixels. Il prend la police et il la transforme en pixels et il affiche les pixels. C'est assez moche mais bon. Voilà. Donc vous allez rajouter tous vos trucs ici, tous vos fichiers externes qui ne sont pas du code mais qui vont vous servir pour créer votre jeu. Enfin, pour avoir des trucs jolis quoi. Donc on va peut-être commencer par ça. On va peut-être commencer par rajouter nos images de jeu dans le content. Donc pour ajouter une image, on fait clic droit, ajouter, élément existant. Ça parce apparaît qu'il pas sur le stream, désolé. Ajouter élément existant parce qu'il existe déjà votre fichier. Et là on va aller chercher nos super images. Est-ce qu'il y a des trucs compromettants? Mais non, le prompt c'est votre part. Voilà, donc deux images, notre fond et notre superbe poney qu'on va afficher et faire bouger. Oui, car vous aimez les poneys, même si vous ne le savez pas encore. Voilà, donc on a deux images ici. Et on va s'en servir et on va créer des classes. Donc d'abord on va créer une classe personnage. Là aussi on peut faire du clic-clic, c'est beau.
ajouter élément, nouvel élément plutôt. Non, bon, ok, classe. Ok, classe, ça va. Donc on ajoute une classe et on va lui donner un nom. Donc là, on va l'appeler poney ou personnage ou ce que tu veux. Je m'en fous. Pony, voilà. Donc une classe pony. Notre poney, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Donc déjà, notre poney, il va avoir une texture. Donc on a envie qu'il s'affiche comme une image. Donc on va rajouter un attribut texture 2D. Voilà. Donc là, vous voyez que Xena a compris que vous vouliez, enfin que Visual Studio a compris que vous vouliez importer cette classe. Visual Studio de base le comprend pas. Je crois que c'est RaySharper qui fait un peu plus de magie encore. Tu penses? Ok. Donc vous avez vu, ah oui, RaySharper, un plugin à utiliser, ça vous facilite vraiment la vie, surtout en contrôle, c'est vraiment pratique. Vous pouvez coder super vite et il est vraiment intelligent. Même si vous n'avez pas le droit de modifier votre truc de contrôle. Hein, ah, sûr. Plus maintenant. À mon époque, on pouvait. On avait quand même pas le droit. Ouais. On le faisait sur notre partition de base, donc voilà. Bref. Voilà, donc notre poney, il a une texture, sauf qu'en fait, on veut que quand on crée un poney, eh ben, cette texture, elle prenne une valeur. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va créer un constructeur. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un constructeur? Ceux qui ne savent pas ce qu'est un constructeur, levez la main. Ouais, ok. Donc Shugo a mal fait son travail. Alors un constructeur, en gros, c'est une espèce de fonction qui va être appelée dès que vous allez instancier votre objet. Donc par exemple, je vais faire poney égale new pony. Et en fait, entre parenthèses, faudra donner un exemple en fait. Entre parenthèses, en fait, vous allez pouvoir passer des attributs. Et en fait, ces attributs, vous allez pouvoir vous en servir pour compléter votre objet. Ok. Est-ce que quelqu'un voit ce que c'est ou pas? Enfin, a compris ou pas? Bon, on va vous montrer, en fait, Toshoy, tu peux zoomer? Ah oui, celui-là, il n'est pas zoomé, désolé. Voilà. Plutôt qu'envoyer la string, on va peut-être envoyer plutôt la texture 2D. Ce sera plus simple. Direct, on la load pas là-dedans? On la load pas là-dedans, non. Ok. Texture 2D. Voilà, donc en gros, on lui envoie une texture 2D quand on va instancier notre objet et on va la mettre dans cet attribut-là. Voilà. Très bien. On peut réviser comme ça. Donc, thisTech, donc l'attribut tech de cet objet prend la valeur qu'on lui envoie en paramètre quand on crée l'objet. Vas-y, maintenant va dans Game 1. Dans Initialize par exemple. Enlève le to do s'il te plaît parce que ça m'énerve. J'ai du mal à cliquer, c'est dur. Ok. Donc à l'initialisation du jeu, on va vouloir créer un nouveau poney et lui donner une texture pour l'afficher avec une superbe image. Donc peut-être rajoute un attribut en fait dans Game 1 pour le poney. Donc un attribut poney. Voilà. Donc notre classe Game 1, notre classe de jeu, elle a un poney qui au départ n'a aucune valeur, mais on va l'instancier justement quand on va initialiser notre jeu. Donc pony égale new pony. Voilà. Et là, vous voyez que vu qu'on a fait un constructeur avec en paramètre une texture 2D, il demande une texture 2D. Donc est-ce que vous voyez maintenant ce que c'est qu'un constructeur? En gros, c'est un truc qui vous permet de donner des attributs à votre objet au moment où vous l'initialisez. Au moment où on fait new pony, on va lui donner quelques attributs. Voilà. Donc là, on va charger notre texture. Donc je vais vous expliquer comment charger une texture dans Xena. Ça peut vraiment vous être utile. Donc texture 2D tech égale content.load texture 2D. Voilà, donc ça, vous allez l'écrire plein de fois. Et là, en fait, vous lui donnez juste le nom de votre fichier sans l'extension. Parce que c'est plus simple. Vous pouvez aussi changer les noms si vous avez importé des trucs bizarres. Donc oui. là, je veux importer Dash, vous regardez l'asset name, et si vous voulez, vous pouvez l'appeler DashLol. Comme ça, voilà. Comme ça, c'est plus clair, DashLol. Bien sûr, voilà. C'est beaucoup plus clair. Du coup, là, ce que je vais charger, c'est DashLol. Voilà. Parce que plus il y a de LOL dans un code, plus il est de qualité, bien sûr. Ok. Donc là, on a instancié une nouvelle texture. On crée un nouveau poney et on va lui envoyer la texture. Voilà. C'est clair pour tout le monde ou pas? Jusque-là? Tout le monde a suivi ou pas? Qui n'a pas suivi? Qui ne comprend pas? Je ne comprends pas.
Ouais, ok. Bon, ça va. Ok. Donc là, concrètement, notre jeu, pour l'instant, il a un poney. Et notre poney, c'est juste un objet qui a une texture. Donc pour l'instant, on peut pas faire grand-chose. Donc retourne dans le poney. Voilà, donc, notre poney. maintenant, en fait, notre poney, on va vouloir l'afficher. Donc on va rajouter un attribut position parce que notre poney, en fait, il va bouger sur notre superbe fenêtre, il va bouger. Et donc on a envie de savoir sa position actuelle sur la fenêtre. Donc je vous rappelle Y, X. Alors, est-ce qu'on met un Un vecteur tuple. un tuple ou alors un superbe rectangle qui nous permettra aussi de mettre sa taille tout de suite? Ok, fais un rectangle. Ouais. Donc il y a une superbe classe créée par Xena, pardon. Presque. Le rectangle. Tu t'es fail. Mais j'ai pas les superbes interfaces de Visual C'est très Studio qui difficile de pop. coder devant des gens. Mais non, mais j'ai pas les petites interfaces de Visual Studio qui pop. Du Allez. coup, ben, ça marche pas. Alt, entrée. Alt, entrée. T'as pas importé rectangle. Fais Alt, entrée. Oui, oui. Voilà. Très bien. Donc notre poney a une position maintenant. Donc on peut le positionner sur la map. Sur la fenêtre, pardon. Voilà. Du coup, on va demander à Non, notre on va l'initialiser à 0, on s'en fout, non? D'accord. Voilà. Donc notre position, on va lui donner un nouveau rectangle, donc, puisque c'est un rectangle, on va l'initialiser. Donc un nouveau rectangle, et là vous voyez que Xena vous demande plusieurs choses. Donc il vous demande la position, int x, int y, donc position x, position y, la largeur et la hauteur du rectangle. Donc là, pourquoi 60-40? Ok, Parce que ça rend bien. J'ai testé avant. d'accord. C'est de la triche. Ouais. Voilà. Donc maintenant, on a un poney, il a une image, il a une position sur l'écran, enfin sur la fenêtre, et on va vouloir l'afficher. Donc on va créer une superbe fonction draw qui va afficher notre poney sur la fenêtre. Pour l'instant, on sait pas ce qu'elle prend. Voilà. Donc, comment afficher une texture avec Xena? Très important. Pourquoi tu... Je spoil. Ok. Donc... Bah vas-y. Ah oui. Oui, donc en fait pour afficher une texture avec Xena, il faut un sprite batch. Voilà. Donc en fait au lancement du jeu, par tout le monde, par Xena. voilà, au lancement du jeu, Xena vous crée un superbe sprite batch qui va vous permettre d'afficher des textures. Donc et pas que des textures, mais bon. Voilà. Donc sprite batch. Donc pour afficher notre poney, vous êtes d'accord qu'il nous faut un sprite batch. Donc on va l'envoyer à la fonction draw. On va envoyer le sprite batch d'Xena pour pouvoir afficher notre poney. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre sprite batch, on va pouvoir faire sprite batch, enfin sb.draw. Alors regardons ce qu'il y a. Donc là il y a plein de trucs, il y a des trucs assez complexes. Il y a d'autres systèmes d'affichage. Voilà, de base en fait Xena il vous affiche les trucs les uns après les autres. Donc si vous affichez une texture 1 puis une texture 2 par-dessus, la texture 2 elle sera à la suite, la texture 2 sera affichée par-dessus. Vous avez d'autres systèmes. Par exemple avec des floats pour afficher les éléments en profondeur avec une valeur de 0 à 1. C'est très pratique, nous ça nous a servi. Donc on va faire le truc de base là. Donc pour dessiner une texture, il lui faut la texture. Voilà, donc tech. Un rectangle. C'est magique, on en a un. C'est magique, on en a un, ouais. Là, et une couleur. Donc là, pourquoi une couleur je ne sais pas. Là, vous pouvez lire le texte de base. Voilà. As a sprite to batch. Non, en bas sur le paramètre color, parce que là je suis arrivé au color et du coup il me dit mais qu'est-ce que c'est color, à quoi ça sert? Et ben ça sert à colorer votre truc. Et voilà, donc si vous faites color.red, ça vous affichera le truc avec du rouge par-dessus. C'est pas très utile, sauf pour débugger. Et il vous dit gentiment que si vous voulez rien, mettez color.white. Voilà, donc là on met color white parce qu'on veut pas que ça nous affiche une couleur dégueulasse par-dessus notre poney. Voilà. Merci monsieur. Donc là on a dessiné notre poney. À la position 0,0. On peut compiler peut-être? Je sais pas. Non, pardon. Ça va pas faire grand chose. Ça va pas faire grand chose. Retourne dans Game 1. Voilà, donc là on a créé un nouveau poney. On lui a créé une fonction draw, mais on l'appelle même pas la fonction draw. Donc faut peut-être l'appeler à un moment. Voilà. Donc là on va dans la fonction draw principale de votre jeu. Donc c'est là que vous allez afficher tous les trucs. Alors par contre il faut rajouter spritebatch.begin et spritebatch.end. Oh, on fait même pas le coup du ça compile pas. Ah non on le fait pas. Bon,
Donc oui, avant de commencer à dessiner avec votre sprite batch, il faut lui dire begin et à la fin il faut dire end. Bon, Voilà, pas c'est très très compliqué, c'est 2 lignes de code à rajouter. Et de préférence, faites ça dans votre draw du game1.cs pour pas faire begin end dans chaque draw. Voilà, donc spritebatch.begin, spritebatch.end. Allez, allez, on y va, on y va. C'est parti. Voilà, maintenant on compile. Et qu'est-ce que ça fait? C'est lent. Très. Mais c'est la première fois, du coup, il est en train de faire un peu la vie de son côté. Il fait beaucoup la vie. Visual Studio est très rapide. Bah, c'est quand même plus rapide normalement quand il n'y a pas le logiciel de stream qui tourne. C'est le stream. Plus, du bordel et tout. Ça ira plus vite les prochaines fois, vous inquiétez pas. Mais on compilera pas trop. On a perdu l'attention de l'audience. Oui. Ah, la génération réussit. Alors. Est-ce qu'il y a des questions sur Xena en attendant? Questions sur Xena? Bah, je te laisse répondre à la question si tu veux. Je crois que Visual Studio n'a pas aimé. Et a fait ce qu'il fait plus ou moins de mieux, c'est-à-dire cracher. Ouais, là, il est bien mort. Hein. Je... Windows. Ah. Hop. Disparition, réapparition dans quelques instants. Mais oui, distrait ces gens. Mais non, mais ils se distraient tout seuls, c'est bon. Il se distrait tout seul, très bien. Il arrive, il arrive. Bon, un peu de calme quand même. Ça arrive. Voilà, il est joli, il est là. Bref. Hop. On récupère le jeu, il charge un peu. Il aime beaucoup charger. Bon, on reprend, taisez-vous. On va essayer de recompiler. Attention, c'est reparti. La génération a réussi. Bien sûr, ça marchait très bien hier. C'est la base. Ah. Ouais. Alors, vous l'avez pas vu, mais chez moi, le jeu s'est ouvert, puis a disparu. C'est passablement embêtant. Bon. On abandonne. Non, mais On abandonne. ouais, je crois. Okay. Bon, bah, on va abandonner cette superbe partie sur comment créer un jeu avec Xena. La conférence est terminée, mais il y a un TP juste après où vous allez apprendre vraiment comment utiliser Xena. Parce que de toute façon, là, on vous aurait présenté un truc, vous auriez pas su le refaire. Donc ceux qui restent pour le TP, Et, ne restez. partez pas tout de suite, parce que là, tout de suite, il y a une petite partie où des gens vont venir essayer de vous recruter. Ce qu'on appelait le project dating, c'est magnifique. Et donc restez un peu, il y a au moins ces personnes-là qui vont venir et essayer de vous vendre leur projet. Voilà. Si vous avez encore juste 30 secondes pour que je vous annonce les confs suivantes, ça peut potentiellement vous intéresser. Il y en a qui sont pour vous aussi. La semaine prochaine, le 20, pour ceux qui... s'il vous plaît, merci.
Pour ceux qui veulent, qui voudraient faire des graphismes avec du pixel art, la semaine prochaine, le 20, il y a un ingénieur qui vient faire une conf sur le pixel art. Pour ceux qui voudraient faire des moteurs graphiques un peu plus poussés, s'amuser avec DirectX, ce genre de choses. Vendredi prochain, on a une conf graphique basique, c'est-à-dire les bases pour ceux qui ont jamais fait ce genre de choses. Sur comment ça marche, DirectX, OpenGL, comment c'est géré derrière, etc. Et sur comment on peut en servir. Faites par Shugo, le mec qui vous a fait la conf C#. Ouais. Hein oui, il y a un petit TP après. La semaine encore après, alors là je vous fais les vendredis. Hein. La semaine encore après, il y a une conf graphique avancée cette fois. Si vous n'êtes pas venu à la basique ou que vous y connaissez déjà pas un peu, c'est peut-être pas la peine de venir. Mais si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Ça sera probablement au KB par contre. Et il n'y aura pas de TP. La semaine après, le vendredi soir, alors il y a une conf qu'on fait tous les ans depuis de nombreuses années. C'est la conf secrète de l'EPITA, en gros. C'est fait par. Attends, wait. Le stream est coupé ? Non. Coupe le stream. Je vous la présente dès que le stream est coupé. Et la semaine encore après, il y a le monsieur là qui vient vous faire